Je vais sans plus attendre donner la parole à mon ami François Ducrot. Tu cherches tes notes encore? Ouais, je cherche quand même mes notes. On se connaît depuis 30 ans. Une longue complicité, au moins professionnelle. François est psychiatre référent national adjoint des cellules d'urgence médico-psychologique, aux côtés de Nathalie Prieto. Il est également très impliqué dans le 3114, que vous savez peut-être, c'est le numéro national unique de prévention du suicide, qui est très utilisé par nos concitoyens. Et il est également très actif dans le développement des filières des SAS psychiatriques. François, c'est à toi. Merci Philippe. À mon premier congrès de l'API, l'Association de psychiatrie américaine, je ne sais plus où c'était il y a bien longtemps, je pense qu'on était ensemble, Philippe. Là. On s'est promené dans la rue en face du Palais des Congrès, puis il y avait un camion avec une immense pancarte, à mon avis de la Sciento à l'époque, c'était en français dans le texte. Barrez-vous, les psychiatres sont en ville. Voilà, c'était psychiatrist are in town. Donc là, on est là. Voilà, on est là aujourd'hui. Les slides, ça serait bien, voilà, ok. Et je passe avec ça. Très bien. Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant les données de cette communication. Comme le disait Philippe, moi j'ai la chance de coordonner en coordination adjointe avec ma amie et consoeur Nathalie Prieto, psychiatre à Lyon, cet immense réseau. 5000 personnes, des cellules d'urgence médico-psychologique qui sont nées après les attentats parisiens de 95. J'avais promis que je ne referais pas l'historique, mais voilà, pour vous dire quand même qu'on a une certaine antériorité, bien triste anniversaire qu'on a donc pas fêté, mais qu'on a déploré l'année dernière lors d'un congrès de la Forcum. Là, je parle également au nom d'une nouvelle société savante qui s'appelle Renacum. Voilà. Bon, une place reconnue, c'est clair, dans le système sanitaire français, dans le système de l'urgence préhospitalière, extra-hospitalière. La question de la psychotraumatologie intra-hospitalière, je pense qu'on va l'aborder un petit peu plus loin là, dans cet atelier, dans un focus très SSE. Les lettres de noblesse de 25 juillet 95, le lendemain de ces attentats, en lien avec les psychiatres militaires et feu de Général Croc et d'autres, d'emblée le ton est donné, puisqu'il s'agit dès à l'époque de développer un réseau pour les besoins psychologiques des victimes d'attentats, de catastrophes et d'accidents collectifs. Vous avez vu qu'on est bien avant les SSE, déjà dans cette logique de médecine de catastrophe. Alors la psychotraumatologie française, elle va évoluer, elle va prendre ses lettres de noblesse, avec notamment la recherche, l'enseignement, avec des travaux qui sont en nombre croissant, enfin exponentiel jusqu'à dans les années 2000, un peu plus calme maintenant, essentiellement anglo-saxon. Assez peu de choses, paradoxalement, sur l'efficacité de nos soins, de nos prises en charge. Mais bon, je vous donnerai quand même quelques petites pistes là-dessus, parce que ça, on a un peu mal vécu les années 2000. Flavie, tu te rappelles, on a un petit virage, là où manifestement le pays est assez calme en termes de catastrophes, comme on les appelle à l'époque. Et puis, il y a non pas une remise en question des CUMP, mais un questionnement sur et l'évidence-based medicine là-dedans. Voilà. Est-ce que ce réseau de CUMP, là, il est suffisamment efficient, il coûte cher, ce réseau des CUMP, même s'il n'y a pas un nombre de ressources humaines considérable, mais voilà, ce qu'il fait dans une psychotraumatologie quotidienne, surtout quand c'est hors les murs, extra-hospitalier. Alors, ce qu'il fait en intra-hospitalier, on montre son efficacité assez vite, mais ce qui est fait en extra-hospitalier, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, à l'époque, il y a quelques travaux scientifiques de nos amis anglais, je suis du Nord, donc évidemment nos amis anglais, outre-Manche, qui, alors je ne veux pas détailler ces travaux et les limites méthodologiques de ces travaux, mais qui attestent du fait que ce fameux débriefing psychologique, en l'occurrence ce débriefing psychologique à l'anglo-saxonne, ce Critical Incident Stress Debriefing développé par Jeffrey Mitchell, est non seulement pas terriblement efficace, mais parfois même délétère. Et ça, je vous avoue qu'on le prend un peu sur le coin du nez, puisque nous, on prône d'autres choses. Effectivement, on est dans ces fameuses interventions psychothérapeutiques post-immédiates, un peu à la française, et qui je pense, prennent le meilleur des deux mondes. Mais bon, c'est un virage qu'il va falloir prendre, qu'on va prendre. Et puis, malheureusement, les années qui vont suivre vont montrer, parce que le territoire hexagonal et ultramarin, d'ailleurs, est marqué par des événements de type catastrophe et de type SSE, qu'effectivement, la place de cette psychotraumatologie d'urgence
on n'a plus nos preuves à faire. L'ancrage est maintenant assez clair. Alors, elle s'est redessinée, cette psychotraumatologie. Je pense que c'est un des enseignements de Nice. Je parle aussi sous ton couvert, Flavie, c'était toi qui étais aux manettes à Nice, que dans les tout premiers retours d'expérience, et que ce soit côté santé, justice et intérieur d'ailleurs, l'idée, ça a été que pour des événements de cette ampleur-là, avec un tel nombre de morts, d'urgence absolue, d'urgence relative et de blessés psychiques, on viendra un peu sur la distinction entre les blessés et les impliqués rapidement, c'était un peu la commande initiale pour parler de où sont, non pas où sont les victimes, mais où et auprès de qui la CUM peut développer ses soins, non pas son soutien. Et l'idée, c'est que les CUM, elles montent en puissance très vite, très fort, c'est très organisé, c'est pérenne, c'est très structuré, mais elles se désengagent assez rapidement, et lors du désengagement, ça laisse parfois un territoire un peu pauvre, un peu nu en termes de ressources, notamment concernant le psychotrauma de l'adulte et de l'enfant, ça va être le cas à Nice. Et là, c'est vrai qu'avec les pouvoirs publics, je me souviens de Soretex, où j'ai mouillé un peu ma chemise pour faire comprendre aux 3 ministres qui étaient là qu'il fallait peut-être réfléchir à une espèce de chaînon manquant entre le soin constitué très secteur public, qu'il soit libéral ou hospitalier, qu'il soit public ou privé, qu'il fallait trouver un intermédiaire entre ça et le préhospitalier. C'était également le dramatique enseignement de Mayotte, même 20 ans après d'ailleurs, où effectivement ce qu'on fait sur place, je pense, c'est pas mal pendant 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, mais qu'après, c'est difficile de trouver des relais. Bon. Et donc, on a ça à l'époque, je pense, sur le territoire, et les relais, c'est, je pense, la mise en place des CRP, de ces centres experts, de ces centres régionaux psychotrauma, qui vont permettre de donner une porte d'entrée un peu guichet unique à une psychotraumatologie un petit peu moins urgente et plus du tout préhospitalière, puisque les CRP sont maintenant absolument indispensables sur le paysage. Puis à côté de ça, le CN2R, le Centre national de ressources et de résilience, qui va être plus axé sur l'enseignement et la recherche, et dont j'ai appris là, par Jean-Marc Philippe tout à l'heure qu'il y avait des liens assez forts qui étaient en train de se créer, notamment avec le HESP, et ça c'est très très bien. Bon. Voyez, le préhospitalier avec les CUMP, la clinique du trouble constitué avec les CRP, et puis l'enseignement, la recherche avec le CN2R. Bon, une assise scientifique, on en a quand même une. On est maintenant pleinement inscrit, vous le savez, comme un volet à part entière dans les plans de secours, ce fameux Orsan Médicopsie entre l'Orsan Amavi et l'Orsan Epivac. Bon, des partenariats formalisés. Alors, je suis comme l'intervenant de tout à l'heure, cette distance-là, je ne vois pas ce qu'il y a dans les bulles, je suis désolé, mais enfin, bon, j'imagine que... c'est... en tout cas, la CUMP est au milieu, l'interface de tout ça. Ok. Avec l'instruction santé-justice, on a parlé tout à l'heure, Caroline, qui a vraiment renforcé. On en avait besoin quand on arrive, nous, sur le paysage en 95. Il y a l'INAVEM à l'époque. Je ne sais pas si certains se rappellent encore du terme, l'INAVEM, Institut National d'aide aux victimes et de médiation, qui depuis est devenu coordonne les associations d'aide aux victimes. Évidemment qu'on est, et ce, sur le terrain, très très vite. Pour reprendre le dernier attentat qui a marqué le territoire national. C'est ce que c'est le dernier, on ne les compte plus. L'attentat au lycée d'Arras, on a vraiment vu d'emblée, de manière très coordonnée, très structurée, intervenir l'association locale des 2 victimes du département du Pas-de-Calais et nous en partenariat. Bon, quelques éléments théorico-cliniques. Je pense que c'est pas superflu. Les chiffres sont... Épidémiologie, les chiffres sont têtus, et puis ils sont durs surtout. Je vous laisse les découvrir un petit peu. On considère en Occident, et ça c'est de l'évidence-based medicine, c'est de la littérature européenne et anglo-saxonne dans les meilleures revues, que entre 50 et 80% d'entre nous, je nous mets dedans, sont exposés au cours de leur vie, ce qu'on appelle en prévalence vie entière, à un événement potentiellement traumatique. Alors tout est dans le potentiellement. Alors je ne vais pas revenir sur les détails cliniques de l'effraction traumatique, mais dont sont susceptibles de quoi? D'être traumatisés par l'événement et du coup de développer des troubles, avec une clinique immédiate, post-immédiate, et je veux dire surtout une clinique à moyen long terme. Vous connaissez très bien ce terme d'état de stress post-traumatique ou post-traumatic stress disorder, apparu dans les nosographies anglo-saxonnes en 1980, et on voit ce trouble-là se développer dans 10% des cas pour les catastrophes naturelles,
90-100% des cas dans les actes qu'on appelle extrêmes et durables, épuration ethnique, actes de torture, barbarie, déportation et autres, voilà, actes de barbarie qui, d'ailleurs, dans une quotidienneté, j'ai un clin d'œil à mon ami Carole Barret, qui est expert près des tribunaux et qui en assise voit des actes de barbarie. Bon, donc avec un risque important de développement, de développer ce trouble qui appartient au trouble anxieux dans la nosographie psychiatrique et qui est très lourd cliniquement, qui coûte très cher en termes de retentissement, alors qui coûte très cher sur le plan médico-économique, et évidemment, les chiffres sont absolument terribles. Un trouble qui est très comorbide, dépression, autres troubles anxieux, abus de substances, et puis le suicide. Ça tombe bien, c'est une de mes autres casquettes, et effectivement, je me permets de vous rappeler ou de vous dire que le seul fait d'avoir été confronté à un événement potentiellement traumatique, on pense au quotidien à des violences intrafamiliales, des violences conjugales, des violences sexuelles, enfin qui touchent 30% des femmes, rien que le fait d'avoir été confronté à un événement traumatique multiplie par X. Les données sont pas complètement consolidées, dépendent un peu des travaux, mais multiplient dans un risque relatif de plus de 3 ou de plus de 4 le risque de faire une tentative de suicide, et multiplie également de manière significative le risque de mourir par suicide. Le Bataclan, vous savez, le nombre de gens qui sont restés ce jour-là et qui sont morts dans les jours qui suivent. On compte maintenant également les suicides, puisqu'il y a eu 4 personnes qui se sont suicidées, le suicide accompli dans les années qui ont suivi. Alors oui, les femmes sont 2 fois plus touchées, c'est une constante épidémiologique dans la littérature, sans qu'on arrive forcément à avoir des idées très claires là-dessus, des facteurs sociaux, des facteurs environnement, des facteurs culturels, des expositions, des facteurs biologiques probablement, mais ça c'est vrai que c'est une constante. Vous voyez les populations à risque, plutôt des adultes jeunes, faible niveau d'éducation, voilà, je me fais un peu une petite exégèse là, des travaux épidémiologiques les plus consensuels. Ne pas oublier, c'est des erreurs que nous essayons de ne plus commettre, pas oublier ces fameux témoins indirects, on en revient sur la différence entre blessés psychiques impliqués et témoins directs et témoins indirects, les proches, les intervenants. Alors là-dessus, on est avec nos collègues anglo-saxons, on n'est pas complètement raccord. Je pense qu'on a une acception beaucoup plus stricte de la notion de traumatisme psychique qu'ont nos collègues anglo-saxons. Je cite toujours, après le World Trade Center, je ne sais plus si c'est le New York Times ou l'autre grand canard, là, qui titre qu'il y a 20 millions d'Américains traumatisés, ou 200 millions, enfin je ne sais plus. Bon, non, pas le trauma au sens où on l'entend nous, qui demande un degré de proximité, et puis même de proximité, même géographique. Il y a un tas de travaux qui ont montré que plus on était près de l'épicentre de l'événement, et c'est très vraiment SSE, plus le risque était important de développer des troubles ultérieurs. C'est un trouble qui se chronicise dans 15 à 20% des cas. C'est un trouble qui est susceptible de rechuter, tout autant que l'épisode dépressif majeur ou d'autres troubles anxieux, dans les 5 ans qui suivent l'arrêt du traitement, même s'il est pris en charge maintenant avec un très très haut niveau de spécificité de ce qui est fait au quotidien par les collègues des CRP, des centres régionaux psychotrauma, montre une efficacité thérapeutique très importante, mais néanmoins des rechutes, et pas forcément quand il y a d'autres événements traumatiques. C'est un trouble très comorbide, je l'ai dit, les troubles anxieux, la dépression, les troubles du sommeil, les addictions, et puis encore une fois, j'insiste sur les comportements suicidaires. Avec le 3114 et d'autres dispositifs, vous savez qu'il y a une espèce de refonte. Alors, si la DGOS était là, je ne dirais pas comme ça, c'est toujours un peu le terme, un peu, voilà, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une refonte d'une stratégie nationale de prévention du suicide en France. Voilà, je l'ai dit avec un peu de rondeur, et que je pense que non pas la pierre angulaire, mais la clé de voûte de ça, c'est quand même le 3114, ce numéro national unique de prévention du suicide. Philippe t'en a parlé, 2 200 000 appels. Bon. Et puis également rappeler qu'il y a vigilance, le recontact des suicidants, un dispositif du GEP. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va avoir avec le trauma? Ça a beaucoup à voir aussi avec le trauma, et pas que chez des policiers. Bon, on parlait de l'actualité récente, et que vigilance est quand même le seul dispositif, et pour le coup l'Europe, on est là dans un des berceaux de l'Europe. L'Europe l'a montré, puisque vigilance est le dispositif, est quasiment le seul dispositif au monde qui a montré une baisse de la mortalité suicidaire, notamment une baisse de la mortalité, une baisse de la réitération suicidaire de 38%, ce qui est quelque chose, je vous assure, de vraiment considérable.
J'ai commencé à quelle heure, Philippe? C'est toujours... Je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais il te reste 7 minutes. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, quelques particularités SSE. Bon, les travaux de Santé publique France, qui ont été un peu fastidieux à sortir. Bon, 30% de troubles de stress post-traumatique chez les victimes directes. On est dans cette tranche de 20 à 40% qui est assez classique. Je vous ai dit 10% en catastrophe naturelle, 80, et j'ai oublié de vous dire que le 20 à 40, à peu près 30%, donc une personne sur 3, c'est le quotidien pour de la SSE lambda. Alors qu'est-ce que ça veut dire de la SSE lambda? Enfin voilà, pour ce qu'on appelait à un moment, nous également, un terme complètement désuet, on appelait ça la catastrophe microsociale. Je ne sais pas si ça rappelle à quelqu'un la catastrophe microsociale. On a eu toujours du mal à cerner d'ailleurs, la terminologie. Bon, les témoins directs, j'en ai parlé. Bon, Chido, je pense que c'est pareil. Mayotte, c'est un bel exemple d'un afflux massif, alors de victimes, d'un afflux massif, on va en parler un peu après, qui nécessite une prise en charge immédiate, avec une lourdeur des conséquences très très larges, notamment socio-professionnelles, parce qu'il y a ça aussi dans cette... Il y a un terme que j'employais souvent à une époque en parlant de cette psychotraumatologie préhospitalière, c'est le terme de prévention secondaire. Vous voyez, quand on intervient à T plus quelques heures sur un événement, serait-ce d'accidentologie routière ou une agression physique dans la rue, pour quelqu'un comme aux urgences, il y a à la fois un aspect curatif, pour la dissociation, le stress aigu, et puis il y a un aspect prévention de séquelles. Cette notion de prévention secondaire, et bon, je n'étais pas mal critiqué sur ce terme-là, parce que certains pensaient, quand je disais prévention secondaire, je disais que c'était pas du soin. Ben si, c'était également du soin, mais si le soin immédiat, le diffusing, le débriefing, la pharmacologie, il permet de prévenir les troubles ultérieurs. J'aime bien appeler ça la prévention secondaire. Voilà. Parce que prévention primaire, c'est compliqué quand même pour nous d'intervenir avant les événements traumatiques. Bon, la crise psychotraumatique, chose très, très, très classique, la confrontation. Donc, c'est trois grandes phases. Une phase immédiate là, de ces quelques heures, là, typiquement J0, J1, J2, avec une période de... Voilà, après... cliniquement compliqué cette phase-là, parce qu'en termes nosographiques, on ne sait pas trop quoi y mettre. Ça a longtemps été l'état de stress aigu. À un moment donné, il y a eu une notion de détresse péritraumatique, la chère aux Québécois. Maintenant, on est un peu obnubilé par cette dissociation péritraumatique, mais dont on a quand même encore du mal un peu à définir des contours cliniques très, très clairs, mais en tout cas sur les certificats médicaux initiaux, c'est ce qu'on met, dissociation péritraumatique, c'est la seule chose qui ouvre normalement les droits ultérieurs. Et puis une phase sur lesquelles, sur le plan pharmaco, j'aurais tendance d'en parler, les choses sont très très claires, avec des molécules très intéressantes et d'autres qui sont formellement contre-indiquées, je pense notamment aux benzodiazépines. Et puis une phase de ce J2 à la fin du premier mois, qui est une phase un peu de remaniement psychique. Croc, les militaires appelaient ça aussi une période de contemplation. Enfin, il y avait un terme très, très psychanalytique, là, qui est une phase pour laquelle, c'est malheureusement ou pas, c'est très sujet dépendant, c'est très évaluateur dépendant, c'est très événement dépendant. On a des beaux travaux là qui sont sortis il y a une semaine ou deux dans je ne sais plus quelle revue française, mais néanmoins sur les attentats d'Arras. Et on voit que ce qui se joue en immédiat, c'est important en termes de soins, mais ce qui se joue dans ces 2-3 semaines-là l'est également. Puis après le premier mois, de toute façon après le premier mois, c'est plus de la CUMP. Là, on est dans des choses sur le moyen long terme, et c'est là où le droit commun, où les CRP sont susceptibles d'intervenir. Arras, c'était une petite particularité quand même, parce qu'en fait, il y a une espèce de guichet unique des soins là, est resté opérationnel pendant plus d'1 an. La CUMP, où et quand? En immédiat, en post-immédiat, à moyen terme. Ok, on l'a vu. Quelques particularités SSE. Ouais, moi je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est quand même des tableaux cliniques sévères, très sévères. Ça, c'est vraiment moi ce que j'appelle l'effet Bataclan, Bataclan, Terrasse, Stade de France. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit arriver là à 2h du matin, à mairie du 11e, des gens qui cliniquement sont plus amochés que les plus amochés de ceux qu'on voit à longueur d'année dans les services d'urgence, et ils sont quasiment tous comme ça. On exagère un peu les choses. Donc on a vraiment une clinique très intense, très sévère, qui, encore une fois, un super facteur de risque. Vous savez encore ce que je pense que c'est un peu une chose essentielle à retenir, c'est que ce qui se joue là dans les premières heures qui suivent l'événement traumatique, y compris sur des choses très 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 biologiques, très neurobio, avec même de l'imagerie qui a montré des choses intéressantes, ce qui se joue là conditionne vraiment beaucoup ce qui va se jouer dans les mois, les années, voire les décennies qui suivent. Donc voilà, plus les gens sont dissociés, plus ils sont dépersonnalisés, plus ils sont en état de stress dépassé, pour prendre des conceptions assez simples.
plus ce sont des candidats à ces troubles ultérieurs, PTSD évidemment, et puis tout ce qui va avec en termes de comorbidité. Bon, on sait à peu près quoi faire sur le plan psychothérapeutique, on sait bien quoi faire sur le plan pharmaco, et ça les militaires nous ont beaucoup aidé, avec des travaux maintenant très consensuels. Et bon, donc voilà, il y a 3 éléments, pareil, je les vois pas, donc bon, plutôt pas de benzo, plutôt l'hydroxycine, la tarax, c'est vraiment une molécule très intéressante, et les bêta-blocs, les dérivés morphiniques, qui sont également intéressants, et puis le propranolol, un bêta-bloc qui est assez intéressant aussi, bon, qui a montré très clairement son efficacité. Je finis juste sur cette diapo illisible, pour vous, donc pour moi aussi, vous dire qu'effectivement, vous voyez, un peu, j'ai essayé de lister, c'était la question un peu phare, voilà, mais je ne pouvais pas ne faire que ça, sinon c'était 30 secondes, ma com, il fallait que j'introduise un peu les choses, voilà, essayer de lister tenter une typologie des victimes. Bah oui, voilà. Donc il y a des victimes directes, indirectes, il y a des endeuillés, bon, les enfants, les personnes âgées. Je pense qu'il faut avoir une liste nous a montré qu'il fallait qu'on ait une expertise un petit peu particulière là-dessus. Les secours, les soignants. Je vous rappelle que le premier réflexe, encore une fois, Bataclan, le premier réflexe qu'on a, nous, à 2-3 heures du matin, là, c'est d'ouvrir un PUMP à l'Hôtel-Dieu et de le dédier aux primo-intervenants, quelle que soit leur couleur. Et ça ne va pas désemplir pendant 2-3 semaines, enfin pendant tout le temps où on maintient les soins et les dispositifs qu'on appelle les postes d'urgence médico-psychologique. Donc les témoins, les personnes vulnérables. Voilà. Alors on a essayé, je vous promets, je finis là-dessus. Je vous laisserai, il y a quelques diapos que je passe. On a essayé, on a essayé un tri, c'est la dernière, je vous promets. Bon, la mayonnaise n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi, enfin vous vous rappelez, ceux qui sont là à l'époque, on s'était un peu cassé la tête, y compris avec les CFMU quand même, c'est pas, voilà, pour essayer de distinguer des urgences absolues médico-psychologiques, des urgences relatives médico-psychologiques, et les fameux impliqués non-urgents, c'est ça. Bon, on n'arrive pas, alors je pense que c'est de notre faute à nous, psy des CUMP, et puis peut-être faute à ceux qui sont aux manettes, donc oui, moi, enfin les zonos, la Nathalie, moi, toute la bande, bon. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, alors on a un comité national qui s'appelle le CNUH, alors sans cesse on remet l'ouvrage sur le métier, un peu de mal à prendre, ce tri. Bon, et c'est d'autant plus dommage que c'est ce qu'on fait sur le terrain aussi, alors on avait même pensé l'inclure dans Civique. Bon, voilà, écoutez, bon, voilà. Donc effectivement, il y a des urgences plutôt absolues, dont il faut s'occuper assez rapidement. Il y a des urgences plutôt relatives. Et puis il y a des gens dont on a un peu plus largement le temps de s'en occuper. Tout petit bémol à ça quand même, c'est que voilà, méfions-nous de ces intervalles de latence. Et ça, c'est une des constantes de la psychotraumatologie constituée. C'est qu'entre l'événement traumatique et l'apparition des troubles, il peut y avoir souvent quelques semaines, parfois quelques mois, de temps en temps quelques années et exceptionnellement quelques décennies. Et ça, c'est compliqué, c'est des enjeux éthiques, des enjeux médico-légaux absolument considérables, de quelqu'un qui a été victime d'un événement traumatique à 20 ans et qui va développer des troubles à 40 ans. J'ai compris, en voyant ma tête, en ne voyant plus mes diapos, que mon temps de parole était fini. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé du débit verbal. Merci François, bravo, tu as tenu les... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est toujours la première qui est difficile. Oui. Bonjour, Nicolas, hôpital de Troyes dans l'Aube et SAMU 95. Je finis. Non, mais pour le contexte, il y a des départements avec des CUMP renforcés, des départements avec des CUMP simples, où les personnels sont en poste mais mobilisables. Déjà dans le contexte de préhospitalier et du Novi, c'est parfois complexe de mobiliser les CUMP avec des délais mais qui sont raisonnables sur l'organisation en préhospitalier. Il m'est arrivé en intra-hospitalier de demander à ma CUMP de venir intervenir. Ça n'est pas dans le champ de compétences de la CUMP en fonction des intervenants. Ça vient aider en appui parce qu'il y a des relations entre collègues et qui fait que la situation le nécessite. Aujourd'hui, le rôle des CUMP n'est pas défini en intra-hospitalier et pourtant c'est un appui dans la gestion de la crise et de l'aigu. Et donc sur de la MAVI, est-ce que la doctrine des CUMP est amenée à évoluer pour venir en appui sur les structures hospitalières pour l'afflux massif de victimes, qui est un événement traumatique à part entière, déjà rien que dans sa...
Alors je pense que oui. Pour être très clair, on est en train, et je pense d'ailleurs que ma présence ici et l'organisation de cette journée y contribue, y participe et va peut-être pouvoir servir un petit peu de starter. On a longtemps été dans une position très très ferme, mais il faudra aussi que vous compreniez que c'est parce que voilà, ces CUMP là, elles veulent pas pallier à toutes les carences, si carences il y a, parce qu'il y en a quand même de la psychiatrie, de secteur, de l'intersecteur, enfin, etc. Donc on a tellement eu peur dès le début, j'emploie une expression vulgaire, d'être mis à toutes les sauces, qu'on a vraiment essayé d'étanchéifier les comportements, les comportements, mais surtout les compartiments à mort, pour justement pas être comme ça absorbé. Bon, néanmoins, maintenant qu'on a, qu'on a une vitesse de croisière, une maturité, un bon ancrage, on va effectivement réinterroger. Caroline qui est là, il me fait un petit sourire. Voilà, on va réinterroger les possibilités d'être un petit peu plus poreux, et que effectivement, par exemple, pour un département qui n'a pas forcément de CUM renforcé, mais qui aux urgences, à la porte de l'hôpital, doit absorber, non pas un flux massif, parce que si c'est un flux massif, de toute façon, on est d'emblée dans le système de renforts départementaux, zonaux, régionaux, etc. Mais pour une psychotraumatologie un peu quotidienne, ce que j'ai appelé tout à l'heure cette catastrophe microsociale, là, dont personne ne comprend plus vraiment le sens, oui, je pense qu'il faut que la CUMP, elle puisse être... Je vais dire quoi, en appui, en orchestration, en Grand Montana, c'est ça. Grand Montana, on a quelques, les noms, vous savez mieux que moi, quelques grands brûlés qui arrivent dans certains de nos hôpitaux. Alors un patient pour le mien, je sais plus 2 ou 3 chez toi. Bon, voilà. Et l'idée, la question ne se pose pas de se dire, ça regarde pas la CUM parce que les services de grands brûlés sont dans l'hôpital. Effectivement, c'est nous qui allons essayer modestement d'orchestrer, d'organiser des soins, quitte à prendre des ressources locales qui sont des ressources hospitalières, la psychiatrie de liaison, le psy des urgences, le psy du SAS, avec mes SAS, enfin bon. Donc oui, on va avancer là-dessus. Je pense que le prochain CNUH, c'est des choses dont il faut qu'on parle clairement. Voilà, mais c'est pareil, on va aussi devoir mettre... on va pas pouvoir remplacer la psychiatrie de liaison là où il n'y en a pas. Donc on va quand même rester sur notre spécificité, qui est une spécificité certes très clinique, mais également très organisationnelle et également très exceptionnelle. Alors là, après, il y a une hétérogénéité terrible en fonction des territoires, de Marseille, des Bouches-du-Rhône au nord, en passant... Bon, c'est très souple, vous savez, c'est pas une organisation militaire. Il y a des départements qui se sont armés, pour lesquels la culture, je pense effectivement Bouches-du-Rhône, Flavie, elle est beaucoup plus lâche, mais au sens noble du terme, qu'elle est dans d'autres départements, y compris sur des sollicitations qui, un autre département n'aurait pas forcément engendré une mobilisation, j'aime pas ce terme de déclenchement, c'est moche, là, une mobilisation des ressources de la CUMP ou des CUM, quoi. Il y avait une autre question de 10 secondes, je parle 4 minutes, moi, c'est le problème. Mohamed Saïdani, SR de Rennes. Je sais que ma question est, qu'est-ce que vous pensez du protocole 6C qui est prôné par les Israéliens et qui veulent qu'il y ait une formation des soignants de façon large pour répondre au psychotraumatisme? Alors, j'ai à peu près la réponse parce que notre psychiatre a répondu. Oui, David, il a sûrement la même réponse que moi. Il a dit que c'était plus commercial qu'autre chose. C'est ça. Alors, je sais que je suis enregistré, mais alors j'assume complètement. J'ai un très bon avocat parce que je suis dans le collimateur d'un des juristes du 5C, je vous le dis, parce que je prône, et je vais vous le redire, que c'est une arnaque intellectuelle, que c'est une arnaque scientifique et que je pense qu'effectivement derrière il n'y a que des intérêts financiers. Enfin voilà, on donnera toute notre énergie jusqu'à notre dernier souffle pour lutter, foutre dehors et voilà ce protocole qui n'en est pas un, qui ne repose sur aucune base scientifique, ou plutôt pire sur de fausses bases scientifiques. Enfin, c'est voilà. J'ai répondu, on peut développer pendant 2 heures. Mais, non, je suis d'accord. Voilà. Faut vraiment, non, mais j'attire vraiment ce point de vigilance. On a sollicité de la Mivilude à un moment donné, parce que je trouve que c'est un fonctionnement assez sectaire quand même. Donc c'est à partir de là d'ailleurs où moi j'ai été dans le collimateur, parce que bon, mais non, il n'y a pas de, voilà, c'est creux, c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est entre la pensée magique. Non, mais me lâchez pas sur le 5C, quoi. C'est un truc, voilà. Bon. Non, des gens des CUMP, là, défendez-moi. On est tous d'accord quand même, les quelques-uns qui sont là dans la salle, là. C'est pas moi. Donc, oui, on est d'accord et on partagera le même avocat s'il faut. Oui, tout à fait.
Mais en tout cas, vous voyez que les psychiatres peuvent donner des réponses Ah oui. claires et absolument pas nuancées. Hein. À la fois, c'est 30 ans dans un SAMU, hein, donc je pense que ça a déteint aussi. Hein, Il paraît que les psychiatres d'urgence sont des psychiatres un peu atypiques. Bon. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions moins dangereuses? 5C, pas pire. Hein. Non, on peut passer à... On peut parler de ma mère aussi, mais c'est autre chose. Je plaisante. Ça faisait longtemps. Ok, merci beaucoup. Merci à beaucoup, vous. François.